Alors pour ce mois-ci, on est sur une fin de saga, un livre en anglais, un abandon et une première romantaisie. Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois de mars. Alors pour commencer ce mois-ci, j'ai terminé la saga de Sublime Créature, les chroniques des enchanteurs. Alors pour ceux qui connaissent pas la saga, c'est une histoire d'amour entre une enchanteresse et un mortel. À savoir que l'enchanteresse, elle est vouée aux ténèbres par une malédiction qu'il y a dans sa famille. Alors si vous ne connaissez pas la saga, zappez justement ce livre-là. Mais du coup, dans ce dernier tome, on suit Ethan qui a dû sacrifier sa vie, mais qui se rend compte, une fois dans l'au-delà, que en fait, c'était peut-être pas nécessaire. Vraiment, je dirais que comme le reste de la saga, ça a été un vrai plaisir quand même de retrouver les personnages, de retrouver la plume des deux autrices, donc Camille Garcia et Margaret Stoll. Et je trouve l'univers vraiment toujours très intéressant. Alors, il est un peu alambiqué quand même, faut vraiment réussir à retenir un petit peu les choses, mais je trouve que dans leur manière d'écrire, il y a un rappel suffisamment naturel des faits passés qui fait que même si on a un peu oublié ce qui s'est passé dans les tomes précédents, le fait de lire simplement ce tome-ci, on va avoir des petits flashbacks, des petits souvenirs qui vont venir sur ce qui s'est passé précédemment, et du coup on n'est pas 100% perdu en fait. On n'est pas non plus dans une saga qui prend pas en compte le fait que les gens oublient un petit peu des fois quand les lectures sont bien espacées des différents tomes ce qui a pu se passer avant. Et pour les personnes qui ont commencé la saga mais qui n'ont pas fini, vraiment je vous conseille celui-ci. On rencontre enfin la mère d'Ethan et vraiment tout le côté mystique de l'au-delà est très bien. Par contre je vous préviens, vous allez pleurer à la fin. Du coup pour 2026, première saga terminée. Ensuite, puisque j'ai quand même pas mal enchaîné des romans qui parlent de la mort, j'ai voulu lire un truc un petit peu plus cocooning, un peu plus cosy, et c'est pour ça que j'ai choisi Welcome to the Yunandong Bookshop de Wang Bo-reum. Je sais pas du tout si je le prononce bien. Donc ici, on est plutôt sur une littérature sud-coréenne. La première, en tout cas, que moi j'ai lue de quelqu'un qui vit dans ce pays. Et alors moi, je l'ai lu en anglais, mais vous inquiétez pas, il existe en français aussi. Si je me souviens bien, je l'avais acheté en librairie parce que la libraire qui avait mis en coup de cœur s'appelle comme moi. Et franchement, ça a été une lecture très agréable. Alors ici, on va suivre Yeong-ju, qui, suite à un burn-out, quitte son mari et son travail et décide d'ouvrir une librairie dans les rues de Séoul. Pour ce faire, elle va aussi embaucher à mi-temps Min-jun, un gars qui est aussi un petit peu paumé dans sa vie pro, qui a fait beaucoup d'études, en tout cas des grandes études, mais qui n'arrive pas à décrocher un travail. Et qui du coup, juste déprime un petit peu, on va dire. Et du coup, il va lui servir de barista. Et on va voir un petit peu l'évolution à la fois des personnages et de la librairie. Surtout qu'en plus de ces deux-là, on va suivre quelques-uns des clients et des clientes de leur boutique sur un petit peu tous leurs problèmes de vie. Donc on va parler travail, on va parler un petit peu attente sociétale, on va parler amour, on va parler divorce, on va parler liens familiaux. Mais je trouve aussi qu'il y a vraiment beaucoup plus cette idée sur ce débat en fait sur l'épuisement au travail, la notion de ce que représente le travail dans une vie, la passion aussi. Et du coup ça rend vraiment tout le bouquin très intéressant si vous aimez bien les lectures cocooning, mais que vous aimez quand on va parler plutôt de valeurs ou de soucis de société. Franchement, je conseille ce livre qui est à la fois très bien écrit et très joliment écrit, mais qui va justement mettre en relief certains petits soucis de vie, principalement sur le côté savoir ce qu'on veut faire dans sa vie, la vie pro, et le fait aussi de rentrer dans les cases, même au niveau mariage, niveau relations amoureuses et tout ça. Suite à ça, et aussi grâce un petit peu aux abonnés, j'ai commencé ce livre-ci. Donc c'était Le jeu du bonheur a commencé comme ça de Julien M. Alors pour le coup il s'agit à la base de la lecture qu'une des participantes de mon book club où je suis près de chez moi avait choisi. Honnêtement le résumé a l'air super, vraiment il donne vraiment envie, c'est pour ça que j'étais contente quand même de le prendre parce que le résumé il donne vraiment envie. Donc l'histoire c'est Karine, Sarah et Marie qui sont amies depuis le lycée, qui maintenant ont 40 ans. Elles partent en week-end pour le week-end de l'Ascension pour fêter le divorce de l'une d'entre elles. Et c'est Sarah.
qui divorce. Et en fait, elle décide pendant ce week-end de jouer un petit jeu qui est lancé par Karine, qui est un peu celle qui est très indépendante, très frivole. Elle n'est pas mariée, elle veut pas d'enfant. Voilà, elle veut la vie, un petit peu de liberté. Et justement, elle en a marre de voir ses deux amies se plier en quatre pour leur famille et tout ça, elles ont de la charge mentale très clairement. Du coup, elle propose, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour leurs proches, de jouer un petit jeu de l'honnêteté totale. Ce qui, bien entendu, est censé créer un petit peu du drama, un petit peu des tensions, mais en même temps des tensions qui vont peut-être être libératrices. Sauf qu'au final, je suis pas allée plus loin que la 100e page, parce que j'ai vraiment eu du mal avec l'écriture de l'auteur, et surtout de ce qu'il comptait représenter, et même du rythme en fait de son histoire. En fait, à la 100e page, le jeu il a pas vraiment commencé. Il a été lancé, mais en réalité, elles le font pas vraiment. On a l'impression que l'auteur il a voulu se la jouer un petit peu féministe, à parler de la charge mentale, à parler de l'indépendance des femmes, du droit de ne pas avoir d'enfants, et aussi il met en lumière le côté un peu compétiteur qu'il peut y avoir entre les femmes, mais qui est poussé par la société. Justement, on a un passage où Marie, qui est la narratrice de l'histoire, le dit que face à une femme, par exemple, sur la plage, qu'elle trouve parfaite, qui a vraiment, physiquement, en tout cas, tout qui rentre dans les critères de notre société, et ben elle va le penser elle-même que c'est la société qui la pousse à la détester, mais que pour autant, avec la fatigue qu'elle se trimballe entre son travail et sa famille, et ben elle la déteste quand même, et elle la juge quand même. Et en fait, j'avais un peu cette sensation que c'était que un féminisme de façade en fait, que ces femmes qui sont censées avoir 40 ans se comportent quand même beaucoup, j'ai l'impression, comme des gamines de 15 ans. Même dans leur façon de parler, j'ai l'impression de lire des adolescentes ou des jeunes adultes qui se sont peut-être pas détachées encore de leur vision qu'elles avaient de la vie de l'adolescence et de leur manière de parler. Du coup, j'avais pas cette sensation d'être face à des personnages de 40 ans en fait. Plus, j'ai commencé du coup à regarder un petit peu les avis négatifs qu'il pouvait y avoir sur ce livre, et j'ai vu justement que des personnes étaient contrariées de ce féminisme de façade, de ce manque d'évolution des personnages. Et surtout, je trouvais qu'à la lecture, à la 100e page, on n'avançait pas. On a même tout un chapitre qui nous parle de à quel point c'est mauvais de scroller tout le temps sur le téléphone. Je suis complètement d'accord avec cette information. Mais en fait, du coup, un chapitre complet là-dessus, ça me faisait plus penser à du développement personnel, alors que j'ai acheté ce livre pour une fiction qui, oui, va parler de l'évolution de personnages humains et qui va peut-être débattre sur notre société, mais pas comme un livre de développement personnel pur le ferait en fait. Et il n'y a pas de souci d'ancrer du développement personnel dans son livre, mais il faut quand même que ce soit fait sous la fiction, sous l'évolution de personnages, pas simplement sur un débat qu'il y a entre les personnages. Surtout quand le débat est aussi basique que prenez peut-être plus le temps d'être dans le présent, de vous ennuyer, de lire, plutôt que de scroller constamment sur le téléphone. Et vraiment, vous pourrez retrouver sur Babelio, parce que moi je suis plutôt sur Babelio que sur Booknode, mais vous pourrez retrouver un spoil, je vais éviter de vous le lire comme ça vous êtes tranquille, sur le personnage de Karine qui vraiment, j'ai fini par le lire pour m'assurer d'abandonner la lecture ou non, qui vraiment ne m'a pas plu du tout. C'est clairement pas féministe de représenter les femmes que sous cet angle-là, impératif. Voilà. J'ai aussi appris, et ça c'est un petit spoil, mais ça c'est pas bien grave, c'est plus l'information sur le personnage de Karine que je préfère éviter de vous spoiler si jamais il vous intéresse malgré tout, parce que c'est pas parce que ça me plaît pas à moi que ça ne peut pas vous plaire. Mais les trois personnages sont en couple à la fin du livre. Alors j'ai vu que c'est 3 mois après en gros leur week-end, mais même celle qui vient de divorcer est de nouveau en couple 3 mois après le divorce. Donc c'est bien de représenter le fait qu'on peut aimer de nouveau après un divorce, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que les 3 personnages féminins, 3 personnages principaux quand même, finissent dans la même structure sociale, toutes les 3, donc avec le côté marital pour le coup. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire, et c'est pas très féministe justement de ne montrer qu'une seule façon de vivre pour les femmes en fait. Et surtout, avant de me décider de l'abandonner, j'ai un petit peu zioté les pages plus tard. J'ai lu par exemple un chapitre à la page 150, ça m'a pas donné l'impression que le livre avait avancé, que l'histoire avait avancé.
je suis allée à la page 200, ça a été la même chose. J'ai pas eu l'impression de cette évolution, de cette avancée de l'action, de vraiment un mouvement en avant. J'ai plus eu l'impression que c'était juste un livre pour discuter des restrictions de vie, des choses comme ça, des petits débats de développement personnel. Mais du coup, c'est pas du tout ce que je recherche dans une fiction. Sachant que moi, j'ai pas du tout l'habitude de lire du développement personnel. Et quitte à ce que j'en lise, je préfère en lire spécifiquement, voilà, plutôt que d'en avoir dans une fiction qui, au final, penche plus sur une discussion de développement perso que sur de la fiction. Je lis un petit peu de Grimaldi, ça m'arrive, je lis du feel good. Il y a des questions de développement personnel dans les livres que je lis, mais c'est vraiment ancré dans l'histoire et ancré dans l'évolution des personnages et non pas juste une question de discussion entre amis. Et pareil pour le côté féminisme de passage, il y a un passage qui m'a fait tiquer. Elles vont à un karaoké, elles sont complètement bourrées. Karine, elle gueule sur le fait que les mecs, c'est de la merde. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'appréciais beaucoup le personnage de Karine, parce que du coup, elle était très cash dans ce qu'elle disait. Elle a une vision à la base complètement différente de celle de ses amis. Et ça faisait une balance en fait. Sauf que la gérante du karaoké, elle dit « Oula, stop, on n'est pas à un meeting ». Ce qu'on peut comprendre, elle est alcoolisée et elle commence à partir sur un débat sociétal. Dans une soirée karaoké, on peut comprendre qu'elle ne veuille pas que ça dégénère. Du coup, Karine se fait sortir et elle crie que le matriarcat, c'est de la merde. Bon, je me dis, si tu veux être féministe dans ton livre, pourquoi faire une blague qui dézingue le matriarcat, surtout quand on sait que les études montrent que les tribus matriarcales, même s'il y en a très peu, il en existe dans notre monde, elles sont 10 fois plus bénéfiques que le patriarcat. Même les hommes qui vivent là-bas sont très heureux, en fait, de vivre là-bas, de ne pas avoir accès aux hautes fonctions, mais ils ont accès au même patrimoine et au même salaire, en fait, que les femmes dans leur société. Et du coup, ils sont juste très contents, parce qu'ils n'ont pas à se prendre la tête à gérer une société en ayant pour autant tous les bénéfices. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu bateau. On sent le mec un petit peu, en tout cas c'est mon impression, mais on sent un petit peu l'auteur qui veut atteindre les femmes en montrant qu'il est de leur côté, mais sans vraiment comprendre le féminisme réellement, en fait. Et c'est dommage, parce que l'histoire pouvait être super. Et en prime, vraiment des mentions de pop culture à tous les chapitres, mais vraiment à tire-larigot, c'est un enfer, honnêtement. J'aime bien les petites notions de pop culture qui popent dans les livres, mais pas quand c'est vraiment juste pour étaler de la pop culture à tour de bras. Ça, je trouve ça juste très désagréable. J'ai l'impression que l'auteur, il veut prouver quelque chose ou tellement ancrer son histoire dans la culture française, là pour le coup, que du coup, en fait, ça perd de son naturel, en fait. Vraiment, quand dans un chapitre, on mentionne 5 célébrités, ou à la moindre occasion, juste pour une histoire de vin par exemple, mentionner José Garcia parce qu'il a apparemment sorti un vin, j'étais même pas au courant et honnêtement je m'en fiche. Une fois de temps en temps ça peut être comique, quand ça arrive à tous les chapitres c'est fatigant. Donc dommage, il avait l'air super quand on l'a acheté, j'étais quand même tentée de le lire. Au final ça a été un flop complet. Et pour finir, j'ai lu aussi Gladiator Goddess de Morgan H. Owen, qui pour le coup est ma première romantaisie. Alors ici je précise, on est dans une romantaisie qui est saphique, donc on est sur un couple complètement féminin. Et alors ici on va être à Rome et à Pompéi, du coup à la période où le Vésuve a éclaté, a fait une éruption volcanique qui a assassiné, qui a complètement tué, décimé toute la population de Pompéi. Et justement, le livre tourne exprès par rapport à tout ça. En fait, Vulcain et Jupiter ont chacun un favori sur Terre, leur mortel un petit peu, voilà, qui gère, voilà, qui essaye de monter en empereur. Et justement, l'empereur actuel, c'est le mortel, on va dire, de Vulcain. Sauf que son fils, c'est celui de Jupiter. Et Fortuna, la déesse du destin, elle a prédit, en tout cas elle a vu le destin comme quoi le mortel de Jupiter allait assassiner
le mortel de Vulcain, ce qui allait mettre Vulcain dans une colère tellement grosse qu'il allait faire une éruption volcanique qui allait tuer tous les Pompéiens. Du coup, pour éviter cela, elle se met en alliance avec Minerve, Vénus et Diane. Donc Minerve, déesse de la sagesse et de la guerre, Vénus, déesse de l'amour, et Diane, la déesse de la chasse. Et pour ça, elles vont du coup, choisir Claudia, la fille de l'empereur, la sœur de Décimus, le mortel de Jupiter, pour qu'elle devienne impératrice. Et pour ce faire, elles ont besoin de quelqu'un de très fort qui peut la protéger. Le choix va aller sur Gia, une jeune fille qui est née à Pompéi et qui veut devenir gladiatrice. Du coup, là pour le coup, on est sur vraiment un livre qui se veut 100% féministe, sur le principe que justement Claudia, en tant qu'impératrice, sera beaucoup plus juste et beaucoup plus bienveillante et bénéfique à l'Empire de Rome. Bon alors il fait sombre parce qu'il commence à pleuvoir en fait, et je n'ai pas de lampe. Ah, quoique, je peux peut-être allumer. Voilà, pour terminer, vous y verrez peut-être un peu mieux parce que vraiment il y avait un minimum de soleil et maintenant il n'y en a plus trop. Mais du coup, voilà, et on est sur le principe qu'à l'époque, les gladiatrices, ça n'existait pas et que du coup, Gia va montrer que les femmes sont fortes, les femmes peuvent se battre et même elles peuvent battre des hommes. Et vraiment, pour une première romantaisie, j'ai trouvé ça franchement très agréable. Alors, seul petit défaut, je trouve que Stardust, donc qui est de la maison d'édition Hugo Publishing, je crois que c'est. Donc je trouve que la maison d'édition n'a pas assez travaillé le livre. Il y a un moment par exemple où Gia, elle va penser quelque chose, sa mère, elle va dire quelque chose qui est en rapport, et Gia va se reprendre comme si ce qu'elle avait pensé, elle l'avait dit à sa mère, alors que non, elle l'a juste pensé. Et c'est des petits détails qui a un peu parsemé dans tout le livre, et des petites fautes comme ça qui se voient quand même assez facilement et qui me font dire que peut-être que la maison d'édition pensait pas autant peut-être mettre le livre en avant et qu'il y a eu un petit peu de manquement au niveau du travail éditorial qui fait que le livre, je l'ai apprécié mais que du coup c'est pas un coup de cœur à cause de ça. Mais pour le coup, à part vous dire que sinon, à part ça, il se lit très vite, il est quand même très agréable, vraiment, je vous le conseille, il est vraiment très bien. Juste attention, il n'est pas pour tout le monde, il est justement plutôt pour les adultes puisqu'il y a alors déjà beaucoup de violence puisqu'on parle de gladiateurs, il y a beaucoup de cruauté, il y a aussi du smut, il y a aussi des VSS, de la cruauté envers des animaux, et sinon beaucoup de violence, de sang, de blessures, de torture, voilà, il y a un peu de tout. Faut quand même s'accrocher un petit peu si vous aimez pas du tout les livres qui parlent de violence, c'est pas du tout celui à lire, mais je trouve que c'est quand même remis en question à plein de petits moments justement cette violence, donc c'est plutôt pas mal. Et aussi la romance est quand même gentiment amenée, joliment amenée, un peu naturelle, même si Gia passe quand même de détester la princesse parce que elle est pauvre et qu'elle voit les riches être complètement cruels, à être très amoureuse de la princesse. Mais d'un autre côté, on sent que c'est un peu le côté destin, un peu le côté destiné. Donc ça va, ça passe. Et encore une fois, j'allais oublier de vous parler du livre audio que j'ai écouté ce mois-ci, alors que pour le coup, ça a été un très bon coup de cœur. Et c'était Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Et pour le coup, dans ce livre-là, on va suivre deux sœurs, une qui arrive à peine sur ses 18 ans, une qui vient de terminer sa première année de fac de droit, qui pendant l'été avec leurs parents, principalement leur mère, vous verrez si vous le lisez, c'est une famille un peu dysfonctionnelle, vont sur la côte basque justement, comme tous les étés en fait. Sauf que Léna, celle qui vient d'avoir son bac, elle ne pense qu'à surfer. Elle veut faire une année sabbatique en Australie, ce qui n'est pas du tout du goût de leur mère. Et Phoebe, qui, elle, n'en peut plus du tout de la fac, qui a une pression monstrueuse de la part de leur mère, qui se plaît pas du tout dans son université et qui, littéralement, est tombée en dépression. Et qui, en plus, cet été, se retrouve du coup à ne pas être très loin de son grand amour un petit peu, en tout cas de son amour de jeunesse, à qui elle a brisé le cœur seulement un an auparavant. Et sinon Léna a de son côté aussi des difficultés parce qu'elle découvre depuis à peu près un an qu'elle est attirée par les filles et que ça s'est mal passé pour sa première expérience de crush
sur une fille. Et là, cet été-là, elle rencontre quelqu'un, une femme qu'elle n'a jamais rencontrée avant et qui, pour le coup, va un peu la chambouler, mais qui du coup va la forcer à travailler sur l'acceptation de son orientation. Et vraiment, pour le coup, ce livre, je l'ai adoré. J'ai adoré l'écouter. Alors j'ai un plus gros coup de cœur pour Phoebe que pour Lena à cause de leur manière d'être, parce que Lena, dans sa tristesse, elle est en colère, alors que Phoebe, dans sa tristesse, elle est juste vide. Mais du coup, j'ai trouvé que la relation entre les deux, elle était bien décortiquée et surtout, elle a une bonne évolution. Et surtout, la description de la dépression de Phoebe, elle est très très bien faite. On voit que l'autrice, en tout cas si jamais elle ne l'a pas vécu elle-même, le burn-out, elle s'est beaucoup renseignée, elle a beaucoup travaillé sur le fait de vraiment montrer ce que c'est. J'aime justement beaucoup, surtout sur la fin, comment elle décrit l'état d'esprit de Phoebe et vraiment son craquage. Et j'aime beaucoup comme on voit à quel point le père qui est dysfonctionnel impacte la vie de la famille, mais la mère qui est elle aussi dysfonctionnelle impacte aussi complètement ses filles. Surtout justement puisque c'est la figure parentale la plus présente. Le fait qu'elle soit tout le temps dans la négativité envers Lena fait que Lena a très peu d'estime d'elle. Et vu comme elle se repose beaucoup sur Phoebe, Phoebe, elle a beaucoup plus de mal à accepter de ne pas aller dans le sens de leur mère, justement. De ne pas être celle qui la sauve, qui n'est pas celle qui fait tout parfaitement. Et je trouve ça très intéressant de montrer ce système familial dysfonctionnel et les répercussions que ça a sur en fait les deux filles, justement, mais de manière complètement différente. Et surtout que chacune d'elles a une manière différente d'exprimer leur détresse. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Les personnages sont remis en question, ils évoluent, c'est très bien décrit, je trouve. Puis la plume de l'autrice est franchement très agréable. Moi, je l'ai écouté très rapidement, franchement très facilement. C'était très agréable de se promener en l'écoutant. Donc je pense qu'en papier, ça doit être tout aussi agréable. Du coup, voilà pour mes lectures de mars. J'espère que ça vous a donné quelques idées de lecture à faire. Ne vous arrêtez pas à mes points négatifs. Je donne mes points négatifs toujours parce que ça peut aider quand on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans les livres. Au moins on sait ce qui a pu déplaire et comme ça on sait si c'est des points qui nous déplairont à nous aussi ou pas. Et n'hésitez pas à me dire vous quelles ont été vos déceptions ou vos vrais coups de cœur de ce mois-ci. Ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. Sur ce, je vous laisse et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo.